Donc le but d'aujourd'hui, c'est de faire un test un peu longue distance en palmage. Ouais. C'est une question de sécurité au niveau psychologique. C'est quand même valable d'avoir fait un bon petit bout en cas de pépin au point extrême, quand on atteint un point extrême dans un siphon. Depuis plus de 20 ans, Olivier Isler consacre sa vie à sa passion, la plongée souterraine. À 41 ans, il est l'un des spécialistes de la plongée en siphon, après avoir épinglé au détendeur de ses bouteilles une liste considérable de cavités souterraines immergées. Aujourd'hui, en plein hiver glacial, sous l'œil d'une caméra sous-marine installée sur un cadre 10 mètres sous la surface du lac Léman, Olivier Isler s'apprête à tester un nouveau matériel au cours d'une longue séance de nage avec palme de 12 heures dans le sillage d'un bateau. Olivier, ignore un petit peu. Olivier de surface, est-ce que tu as un problème en ce moment pour boire? Est-ce que tu voudrais qu'on stoppe le moteur, Olivier? Bien reçu, on stoppe, mais on va avancer encore, je pense, un bon bout sur la Lanceille, hein? Digne de la science-fiction, le nouveau scaphandre semi-fermé que porte Olivier est le fruit d'une longue collaboration avec son ami Alain Ronjat. 5000 heures de travail et de recherche ont été nécessaires pour réaliser le RI 2000, permettant de décupler l'autonomie accordée par les systèmes respiratoires traditionnels. Bon, là je m'entraîne essentiellement avec la planche, parce que si dans un siphon j'ai un problème avec un propulseur, il faut bien que je puisse revenir par mes propres moyens. Et je fais surtout de l'endurance. Vu que je plonge dans des longs siphons, c'est assez logique. Je fais pas de l'entraînement pour avoir une forme olympique ou bien pour faire de la compétition, mais simplement pour avoir une bonne condition physique. Parce qu'en siphon, je risque vraiment l'incident le plus délicat, c'est l'essoufflement. Et avec un scaphandre de 110 kg sur le dos, par exemple, ainsi que des risques d'avoir du courant dans le pif quand j'avance, je peux le risquer encore plus sérieusement que dans d'autres circonstances. Alors je m'entraîne au cross-country, je fais du vélo. Bref, des sports d'endurance, et pas du tout des sports de force qui me serviraient absolument à rien. En Dordogne, dans le sud-est de la France, à 15 km des grottes de Lascaux où s'est exprimé le génie créatif de l'homme préhistorique, la Doue de Colly, une autre grotte façonnée par la nature, est longtemps resté le plus long siphon mondial et la galerie noyée fétiche d'Olivier Isler et de ses équipiers. Une nouvelle fois, la ferme située près de la source va servir de camp de base pour cette nouvelle expédition, rassemblant des spécialistes de la plongée souterraine venus de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et de France. Sitôt arrivés et déchargés des véhicules, les compresseurs ronronnent. Forte des explorations précédentes qui ont permis de découvrir plus de 3100 mètres de galeries noyées, l'équipe a acheminé cette fois un matériel à la hauteur du défi humain et technologique qu'elle compte bien relever. Depuis 5 ans, Olivier Isler rêve de repousser les limites explorées de ce siphon. Son scaphandre recycleur d'air est le sésame qui doit ouvrir le passage vers l'inconnu. Mais une telle entreprise nécessite une infrastructure logistique rigoureuse et les diverses compétences requises justifient l'importance de l'équipe et du matériel d'intendance. Il faut effectuer les délicats mélanges gazeux d'hélium, répertorier minutieusement les bouteilles, préparer les propulseurs, calculer par ordinateur les courbes de plongée.
Quant à l'équipe de tournage, elle a ses propres problèmes spécifiques à résoudre. Laisse-le comme ça. Et là, pourquoi tu mets des étiquettes? Je mets des étiquettes pour pouvoir reconnaître les bouteilles qui seront fixées sur cette cloche. C'est extrêmement important au niveau de la nature des gaz qu'on va mettre dedans, savoir si elles sont pleines ou vides, etc. Et le but de la cloche? Le but de la cloche, c'est de pouvoir faire une bonne partie des paliers avec de l'eau seulement jusqu'au niveau du nombril, tout le reste à sec. Alors c'est très important au niveau de la sécurité. Déjà, il fait plus chaud, tu peux t'alimenter, tu as un tas d'avantages. C'est bon. Petite rivière de Dordogne, le Colis prend naissance au fond d'un vallon tapissé de verdure. La source, qui jamais ne tarit, draine les eaux de ruissellement d'un plateau calcaire de plus de 100 km². Et il n'est pas rare, lors de fortes précipitations, que son débit dépasse 11 mètres cubes à la seconde. Malgré les 2 tonnes de matériel dont s'est dotée l'expédition, l'accès à l'adout de Colis s'effectue sans encombre. La première journée au bord de cette piscine naturelle est tout entière consacrée à la préparation de la plongée principale, prévue les jours suivants. Rien à la surface de la source ne laisse imaginer l'intestin minéral gorgé d'eau qui serpente sous le plateau, comme pour mieux rejoindre le centre de la Terre. 20 mètres plus bas, c'est un autre monde. La galerie de 3 mètres sur 5 tord ses parois de calcaire brodées par l'action des graviers et du courant de myriades d'alvéoles. Novice ou plongeur souterrain confirmé, le spectacle est toujours un régal pour les yeux. « 200 mètres en amont, la lumière des torches ne parvient plus à accrocher les parois de la galerie qui s'est brusquement élargie. Ce monde hypogée et aquatique ne perturbe en rien les poissons qui le peuplent. Ici, dans cet environnement étrange et minéral, l'homme vient perdre la notion de l'espace et du temps. L'opération la plus délicate est la mise en place à 300 mètres de la surface dans le puits d'accès de la chambre sèche pour les paliers de décompression. L'heure n'est pas à la rêverie pour les membres de l'équipe internationale qui s'affairent autour de la chambre sèche comme des cosmonautes autour de leur station orbitale. Plusieurs jours seront nécessaires pour acheminer à l'endroit souhaité le cadre et les 650 kilos de plomb qui compenseront le volume d'air emprisonné dans sa partie haute. Il reste à amarrer solidement le caisson en employant les techniques de la spéléologie à l'air libre, piton, broche à expansion et corde statique. Dans cette eau limpide, les hommes en arrivent à oublier qu'ils travaillent sous l'eau. Espace ou monde aquatique, la similitude est saisissante.
Les 400 premiers mètres du siphon sont la base de lancement de toute l'opération. C'est ici que l'on a concentré le matériel lourd. La galerie horizontale qui prolonge la vasque d'entrée mène au puits noyé de 30 mètres. Une pente inclinée conduit ensuite au point le plus bas de la cavité. De là, il faudra encore parcourir 3 km avant de se retrouver dans l'inconnu. Cette cloche est un astucieux système destiné à faciliter les paliers de décompression qu'Olivier Isler devra obligatoirement subir avant de pouvoir regagner la surface. Le haut du corps au sec, il aura tout loisir de s'alimenter, de lire ou de communiquer avec son équipe. L'air vraiment libre, il ne le respirera qu'après 12 ou 13 heures. Avec le gros c'est comme un pirate, là. C'est ça. Dans une telle expédition, c'est vital d'être entouré d'une équipe. On est une bande de copains, c'est tous d'excellents plongeurs. Il y en a qui viennent d'Angleterre, de France, de Suisse. Et en plus donc, du support logistique et technique, ce qui est très important, c'est le côté moral. On va pouvoir dormir ce soir. Quand ça va mal, quand il y a des problèmes, des pépins imprévus, là il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous remonte le moral, ça c'est vital, quoi. On se claquera pas, hein. C'est le Toubib qui les a laissés, les éprouvettes. C'était allumé à un moment donné. Le grand jour s'est levé, le jour de toutes les espérances. Dans l'oreille droite. Ça va? Oui. On va mettre au cul. Hein? Alors on pose à côté les doigts. Voilà. C'est bon les doigts? Ok. Lâchez les doigts. C'est bon, c'est bon. Okay. C'est bon. Voilà. It's already on the... Voilà. So it stays on the green bottle goes sur la cloche. Alors, il faut enlever. Alors en ce moment, il y a une 20 litres qui est branchée sur la cloche. Oui. Donc il faut la débrancher, enlever le détendeur. Oui. Et la remettre sur la bouteille. Change le détendeur. On change le détendeur, on la met sur cette bouteille. Ah oui. Ok? Ok. Hein? Et après, la 20 litres, il la pose sur le bord du puits. D'abord Oui, l'ancienne 20 litres. Ah, Hein? il est vide. Elle est vide. Ah oui. Ok. Ok. Doucement, encore, on a la 20 litres à passer. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on bascule. Dans l'eau? Ouais, dans l'eau, ouais. La 20 litres qui est fléchée, là. Au bord de la source règne l'effervescence des grandes expéditions. Bouteilles, propulseurs électriques sont mis à l'eau, tandis que les plongeurs s'équipent de combinaisons étanches, torches et systèmes respiratoires, s'entraidant mutuellement. Quand je m'équipe, c'est la phase la plus difficile. C'est le pire moment de la plongée parce qu'on crève de chaud. On n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à des petits détails où il faut vraiment que tout marche bien, qu'un gant s'enfile convenablement, que la cagoule soit bien mise, enfin, tous les trucs comme ça, quoi. Comme mon lignée, dans le camion. Dans le camion. Non. On va passer au casque. Numéro 5, tu regardes bien qu'il soit bien horizontal le truc. Oui. Hein. Je pense que tout est bon, alors il y a un quoi qui répare. Alors. Oui, là. Oui. Saute de temps, là, oui. Pas mal. Oui. Là. Let's have a picture of the official photographer. Taking a picture. Girl, smile. Pas mal.
Dès que je suis dans l'eau, alors là, c'est une délivrance au niveau physique. Je me sens bien, je suis dans mon élément. Et je peux commencer à ce moment-là à penser à la suite de la plongée, à tout ce que je vais devoir faire quand j'arrive au niveau du puits. Cet instant, Olivier Isler l'a rêvé depuis 5 ans et bien plus encore. Dans son monstrueux scaphandre, il est l'homme qui s'apprête à visiter une autre planète avec ses dangers, son silence et ses beautés cachées dans le noir sidéral balayé par le faisceau de ses projecteurs. À moins 60 mètres, le spéléonaute enfourche après une rapide vérification les 2 propulseurs déposés par ses équipiers. Dès cet instant, il voguera seul vers l'inaccessible. Au moment où j'enfourche mes 2 ZEP, alors là, je suis vraiment dans le vif de l'action. Je les utilise en profondeur parce que c'est une question de sécurité. Il faut que je puisse revenir sur un propulseur si j'ai un pépin avec l'autre. D'autre part, on est donc vraiment très profond, on est toujours en dessous de 50 mètres. Mais alors là, l'inconvénient, c'est la conduite de ces 2 propulseurs parce que c'est très délicat. J'ai les 2 mains occupées, je dois slalomer sur le fil. Dès que j'arrive à 2800 mètres, c'est la fin de la zone profonde. Alors là, je découple un ZEP et je remonte à la profondeur de 33 mètres. Et là, la galerie repart à l'horizontale. Et très rapidement, je vais devoir dérouler mon fil d'Ariane donc, qui me permet de retrouver la sortie. Mais avec un propulseur, c'est très délicat parce que si je n'ai pas une tension régulière dans le fil, il risque de se prendre dans l'hélice du propulseur. Et alors là, bonjour les dégâts, de nouveau, je peux bloquer complètement le propulseur et je dois rentrer à pied. Ça devient un pépin très sérieux.
Après 100 minutes de pilotage, le spéléonaute a dépassé depuis longtemps et non sans émotion le point ultime atteint il y a 2 ans lorsqu'il était équipé de moyens de plongée traditionnels. Extrêmement concentré sur sa progression, les mètres de parois qui défilent autour de lui sont autant d'unités magiques qui le portent vers son nirvana. À 3700 mètres, il dépose son scooter et poursuit à la force des palmes sa quête de l'inconnu. Quand je pose mon dernier ZEP, là, je peux enfin vivre la plongée comme je le veux, c'est-à-dire que je fais corps avec la grotte, j'ai plus d'un engin sous les fesses, je peux vraiment apprécier le spectacle qui s'offre à moi. Bien sûr, c'est là que je suis le plus loin, donc en cas de pépin, ce sera le plus délicat, mais j'oublie tout ça, là, je prends mon pied, là, vraiment, c'est grand, là. C'est très difficile comme ça à dire ce qu'on ressent quand on est tout au fond là-bas. On est à la fois très loin, on est très proche, on a des sensations extraordinaires. C'est comme une drogue. Après 2h30 de survol fantastique, le chevalier des profondeurs noyées peut lire 4000 mètres sur son fil guide, 4 chiffres symboles d'une barrière qui lui semblait impossible à atteindre. En surface, l'équipe attend sans rien savoir. Tom, il faut expliquer à l'anglais. Ouais. Qui récupère. Que j'ai fait revenir, hein, s'il était à 70 mètres. Hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Yeah. On ne sait pas, pour le moment il est sous la cloche. Donc, il récupère la gourde que j'ai attachée sur ce même bloc. Ouais. Et il descend la gourde qui est attachée au bloc avec la bleue à l'olivier. Ok. Ok. Et au retour, il ramène ce bloc Ok. qui est au haut du puits. D'accord. Parce que bon, l'opération délicate est finie. Ouais. 268 minutes après avoir quitté la vasque de départ, Olivier Isler rejoint le caisson de décompression dont la remontée nécessitera 8 heures. Après une immersion record de 13h35 et 4055 mètres parcourus, Olivier va pouvoir à nouveau respirer l'air libre de Dordogne. Il vient de redonner à la Doue de Colly le leadership mondial du plus long siphon. Mais bien au-delà de l'exploit humain et technologique, au-delà de cette soif de l'exploration qui porte l'homme vers la connaissance, on peut lire dans les yeux d'Olivier que l'infini est encore plus loin.